Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de présentation de la MIR organisé par l'ANJMIR, donc l'Association nationale des jeunes médecins intensivistes réanimateurs. Je suis Antoine, je suis interne de MIR à Rouen, je suis le trésorier de l'association. Pour ce webinaire, je suis accompagné de Valentin, qui est notre président, et ainsi que de nos quatre orateurs qui vont nous épauler tout au long de ce webinaire pour vous présenter notre magnifique spécialité. Il y a donc Manon Bouteiller, Florence Boissier, Olivier de Mattéis et Baptiste Lafont qui va nous rejoindre. Donc, avant de commencer avec nos orateurs, on va vous présenter la maquette de notre DES ainsi que les spécificités. Suite à ça, vous pourrez poser quelques questions si vous en avez. Puis après, nos quatre orateurs vont présenter leur parcours, leurs spécificités, leurs orientations. Vous pourrez les interroger à la fin de chaque présentation. Et puis, on fera à la fin à la fin du webinaire une grosse session questions. Vous pourrez poser toutes les questions qui vous passent par la tête. N'hésitez pas, on est là pour y répondre. Donc pour commencer, la médecine intensive réanimation, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est hop. La médecine intensive réanimation, c'est une spécialité médico-technique. À la base, ça a été créé en 2017. C'est l'évolution du DES complémentaire de réanimation médicale où on choisissait une spécialité et puis on décidait de faire une spécialisation complémentaire en réanimation médicale. Et en 2017, avec la réforme de l'internat, est arrivé le diplôme d'études spécialisées de médecine intensive réanimation. En quoi ça consiste? C'est la prise en charge de patients mono ou multidéfaillants issus des spécialités majoritairement médicales et qui ont besoin d'une surveillance rapprochée ou de soins continus, de soins invasifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire globalement qu'on s'occupe des arrêts cardio-respiratoires, des détresses respiratoires qui peuvent évoluer en syndrome de détresse respiratoire aiguë, de choc septique, de choc cardiogénique, bref, de tout ce qui constitue une urgence et qui engage le pronostic vital des patients au cours de leur vie. Donc, la maquette, en quoi elle consiste? Elle est faite de plusieurs étapes, trois étapes. La première phase, c'est la phase socle, c'est la première année qui est commune avec le DES d'anesthésie-réanimation, où on doit faire un semestre dans un service de médecine intensive réanimation et un semestre en anesthésie. La deuxième phase, c'est la phase d'approfondissement qui dure 3 ans, donc c'est les années 2, 3 et 4, qui comporte deux stages en réanimation. Et là, c'est pas forcément des stages en réanimation en CHU ou en service de médecine intensive réanimation, ça peut être des stages en réanimation polyvalente. Ça comporte aussi trois stages de spécialité médicale, quelles qu'elles soient. Ça peut être de la cardiologie, de la pneumologie, de l'hépatogastro-entérologie, des maladies infectieuses, de la médecine d'urgence, de la nutrition, de l'endocrinologie. Bref, un choix très très libre. Et enfin, un stage libre que vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ça peut être de la réanimation, ça peut être un autre stage de spécialité médicale, ça peut être un stage avec un tropisme un petit peu différent, par exemple un stage en laboratoire, en pharmacologie, en soins palliatifs. Bref, c'est une orientation, vraiment, c'est en fonction de l'orientation que vous voulez donner à votre maquette. La dernière phase, c'est la phase de consolidation qui s'appelle maintenant phase de docteur junior, qui dure 1 an, c'est la cinquième année. Et c'est la réalisation de 2 semestres en médecine intensive réanimation. Alors ça peut être 1 an d'affilée dans le même service ou réalisé en 2 semestres séparés dans deux services différents. Par exemple, un semestre dans le service de médecine intensive réanimation en CHU, un semestre dans une réanimation périphérique. Cette maquette, elle a l'énorme avantage d'être très libre, c'est-à-dire que vous pouvez colorer votre maquette, c'est-à-dire vous orienter vers une spécialité bien définie. Par exemple, faire un stage, si vous aimez beaucoup la cardiologie, faire un stage en cardiologie, faire un stage en réanimation à tropisme cardiologique, faire un stage de ZIC. Ou alors, si vous voulez avoir une maquette très polyvalente, vous pouvez faire un stage en pneumologie, un stage en cardiologie, un stage en hépatogastro-entérologie, des réanimations polyvalentes. Ça, c'est vraiment vous qui décidez et qui faites un petit peu ce que vous voulez, toujours en coordination avec votre coordonnateur de DES qui validera à la fin. Ça, c'est une des énormes avantages de notre maquette que toutes les maquettes n'ont pas. Maintenant, pour la formation, donc, on a la chance d'avoir une formation très riche au sein de notre DES qui se déroule à plusieurs niveaux. D'abord au niveau national avec le Collège des enseignants de médecine intensive réanimation qui fait des cours tous les ans sous forme de séminaires de 2 jours, en général réalisés à la Maison de la Réanimation à Paris, puisque en réanimation, nous avons la chance d'avoir une maison, des vrais locaux, un toit qui peut nous héberger pour réaliser ces enseignements.
C'est 2 jours donc à Paris. Il y en a plusieurs par an. La première année, il y en a trois. Les années suivantes, il y en a parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus. Toujours très intéressant sur des thématiques bien définies à l'avance. Par exemple, il peut y avoir un jour cardiologie, un jour pneumologie, une journée éthique, avec toujours des intervenants qui sont hyper intéressants. Il y a aussi des cours en ligne. Il y a bien évidemment le congrès de notre société savante, donc la Société de réanimation de langue française, la SRLF. Et puis après, il y a toutes les autres choses où vous pouvez assister, les congrès réalisés d'autres spécialités ou des congrès à plus petite échelle. Ensuite, il y a une formation au niveau interrégional. Donc, les interrégions, il y en a plusieurs en France. Il y a le G4 pour le Nord-Ouest, le Hugo pour les hôpitaux universitaires du Grand Ouest. Il y a l'interrégion Sud-Ouest, Sud-Est, et où sont organisés des séminaires, des cours, des simulations avec, je vais parler pour le G4 puisque c'est ma région, des simulations au sein de centres de simulation avec des mannequins haute technicité sur lesquels on peut à peu près tout faire. La simulation, c'est vraiment un avantage de notre formation. On peut faire beaucoup de choses sur un mannequin. On peut s'entraîner à intuber, on peut s'entraîner à poser des cathéters, on peut s'entraîner à faire un massage cardiaque. Toutes les choses qu'on ne doit pas faire normalement, la première chose sur un patient qu'on peut faire sur des mannequins. Et ça, c'est quelque chose qui est offert à peu près partout en France pour la médecine intensive réanimation. Ensuite, au niveau local, il y a aussi des cours au niveau de la faculté, du CHU, vous serez affecté, et des simulations qui sont aussi réalisées à ce niveau-là. Et puis enfin, c'est au niveau du service où, en fonction du service où vous êtes, il y aura des cours, des bibliographies et la vie du service. Maintenant, comment est-ce qu'on valide le DES de MIR? Il y a plusieurs épreuves. Donc, il y a d'abord la phase socle. À la fin de la phase socle, il y a un examen qui est réalisé en distanciel, basé sur les cours qui sont dispensés à la maison de la réanimation par le CEMIR et en ligne. Ensuite, à la fin de enfin, au milieu de la phase d'approfondissement, au milieu de la troisième année, il y a un examen qui est en présentiel à la maison de la réanimation, sur des QCM, des crocs, des modalités qui varient en fonction des années. Le but est de voir nos capacités de réflexion au sein de la spécialité. Et enfin, à la fin de la phase d'approfondissement vient la thèse d'exercice qui confère le titre de docteur pour devenir, in fine, docteur junior pour la dernière phase. Et à la fin de cette dernière phase vient le mémoire de DES. Le mémoire de DES qui peut être un travail complètement différent de la thèse, qui peut être une évolution de la thèse, une thèse publiée, une thèse à laquelle on a rajouté des analyses. Bref, on est assez libre de faire ce que l'on veut pour le mémoire de DES. Ensuite, dans notre DES, il y a une option principale qui est la réanimation pédiatrique qui ajoute 1 an à la maquette. Donc au lieu de durer 5 ans, elle durera 6 ans. Et il faut réaliser 2 semestres parmi l'anesthésie pédiatrique, la réanimation surveillance continue pédiatrique ou réanimation mixte pédiatrique et néonatale. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site du GRUP, c'est le groupement des pédiatres français réanimateurs. À savoir qu'il y a deux moyens d'accéder à la réanimation pédiatrique, soit en passant par le DES de médecine intensive réanimation ou anesthésie réanimation, soit en passant par le DES de pédiatrie. Dans tous les cas, ça rajoute 1 an. Ensuite, au sein du DES, il y a des formations spécialisées transversales. Donc, les FST, qu'est-ce que c'est? C'est se former à une spécialité différente de notre DES d'origine, tout en y restant et en ne rallongeant pas l'internat. Pour ce faire, il faut passer dans 2 terrains de stage qui ont l'agrément pour la FST et puis valider un mémoire. En MIR, on a plusieurs FST qui sont possibles, c'est la douleur, les soins palliatifs, la pharmacologie médicale et la thérapeutique, la nutrition, et l'hygiène, prévention d'infection et les résistances. L'énorme avantage des FST, c'est que parfois il suffit de passer dans des services dans lesquels vous devez passer, de réaliser un mémoire et ça vous valide un petit complément pour votre maquette sans rallonger l'internat. Ensuite, les autres choses que l'on peut faire, c'est les diplômes universitaires ou diplômes interuniversitaires. Ça, c'est des formations qui sont en plus, qui sont en général payantes, qui peuvent se faire dans la faculté où vous êtes affecté ou dans d'autres facultés en fonction des DU que vous voulez faire, puisque toutes les facultés ne proposent pas les mêmes DU. Les validations, la durée, tout est selon le type de DU que vous voulez faire. Parfois, c'est la réalisation d'un certain nombre d'examens, parfois, c'est l'écriture d'un mémoire. C'est très variable selon le DU. Vous avez une liste assez exhaustive des DU et des DU qui sont intéressants en médecine intensive réanimation sur le site de la SRLF.
On a quelques exemples là, donc il y a notamment le TUSAR, c'est technique ultrasonore en anesthésie réanimation, où vous apprenez à faire de l'écho général et vous pouvez aussi avoir une orientation sur l'échographie cardiaque, le réamide pour l'immunodéprimé, le DURPI pour l'infectiologie, etc. Il y en a vraiment plein en fonction de ce qui vous attire. Ensuite, au cours de notre DES, on peut réaliser des interchus, comme dans tout DES. L'interchu, qu'est-ce que c'est? C'est un stage hors subdivision, donc c'est-à-dire que vous quittez votre CHU et vous allez dans un autre CHU le temps d'un semestre. Il faut noter que pour les interchus, c'est le CHU d'où vous partez qui vous rémunère, et donc en général, le nombre de places est limité, mais ça permet de se former dans un centre de référence pour une pathologie, dans un centre qui est reconnu comme expert avec les personnels experts, ça permet aussi de découvrir d'autres pratiques, d'autres modes d'exercice. On sait qu'en réanimation, les modes d'exercice varient quand même beaucoup entre les centres et les pratiques varient. Donc ça peut être très intéressant de découvrir. Mais pour ça, comme c'est un stage qui est financé par le CHU de départ, il y a en général un nombre limité par interne. Donc c'est maximum 2 par interne, voire 3 selon certaines régions. Et certaines interrégions facilitent la réalisation d'interchus au sein de l'interrégion. Par exemple, si vous voulez réaliser un stage, si vous êtes interne de MIR à Rouen, que vous souhaitez réaliser un stage en réanimation à Lille, ça pourra vous être facilité puisque les deux villes sont dans la même interrégion. La validation d'un interchu passe par une commission de validation locale, la plupart du temps où il faut soutenir votre projet. Ensuite, au cours des DES, il y a la mise en disponibilité qui existe aussi dans tous les DES, qui peut durer de 6 à 12 mois. Il faut la déclarer au préalable à l'ARS et il peut y avoir plusieurs raisons qui font qu'on a besoin d'une mise en disponibilité. Ça peut être un accident, ça peut être une envie de faire une année recherche, ça peut être un stage de formation ou de perfectionnement en France, à l'étranger ou pour convenance personnelle. C'est très valable. Ça peut être une année d'enrichissement aussi pour des projets personnels. Maintenant, la médecine intensive réanimation, où est-ce qu'on l'exerce? Il y a plusieurs lieux où exercer. On peut exercer en centre hospitalier universitaire, en centre hospitalier général, en clinique, puisque oui, il y a des lits de réanimation en clinique aussi, et on peut être amené à y exercer. Ce qui est important de noter, c'est que l'exercice de l'avenir vraiment ne se fait pas qu'en CHU. C'est dans tous les hôpitaux de France ayant une réanimation, une unité de soins critiques. Et donc, il y a différents services, les services de médecine intensive réanimation, les services de réanimation polyvalente, réanimation médico-chirurgicale, les unités de soins continus, que ce sont des soins continus polyvalents, des soins continus d'organes, les USIC, les USINV, les unités de soins intensifs gastro-entérologiques, et parfois même la possibilité d'exercer au sein d'une structure SAMU-SMUR, très dépendant selon la localité, puisque maintenant, avec la création du DES de médecine d'urgence, cette filière est plutôt réservée aux urgentistes. Maintenant, la vie en mire, on a la chance d'avoir une spécialité très vivante avec plusieurs structures qui sont impliquées dans la vie de cette société. La première structure est notre société savante, donc là, c'est la Société de réanimation de langue française qui propose plusieurs choses, notamment qui établit les recommandations formalisées d'experts. Donc ça, c'est globalement des recommandations qui guident un petit peu la pratique, qui réalise des podcasts, une veille bibliographique, qui organise bien sûr le congrès qui est annuel et qui est globalement le rassemblement de toutes les personnes de la spécialité. Ensuite, il y a le Collège des enseignants de médecine intensive réanimation qui assure la coordination de notre DES, l'écriture du référentiel que vous avez certainement dû connaître, les cours pour les DES, la validation, etc. Et ensuite, il y a l'association des jeunes, donc ça c'est nous, l'Association nationale des jeunes MIR, où on assure la représentation des internes, la formation via la réalisation de webinaires, notamment en association avec les autres associations de jeunes, la réalisation de journées jeunes MIR sur 2 jours dans des villes différentes de France en fonction des années, avec des thématiques un petit peu différentes de ce qu'on peut voir en congrès habituellement. Par exemple, on peut y parler d'intelligence artificielle, de réanimation humanitaire, de développement durable. Voilà, donc aborder différents sujets de manière un peu différente des congrès habituels. Et ensuite, il y a bien évidemment d'autres associations qui font vivre notre spécialité, le SMR, qui est le syndicat des médecins réanimateurs, le GRFP qui regroupe les pédiatres réanimateurs, la RDSP pour les réanimateurs du privé, donc, et le CREF qui regroupe les réanimations extra-universitaires. Chacun ont leur spécificité et chacun contribue à faire vivre notre spécialité de manière assez intense. La mire, quels sont ses avantages? Bah, finalement, il y a la qualité de vie qui est quand même plutôt pas mal,
puisque on respecte en général le temps de travail lors de l'internat. Donc maintenant, si vous avez vu, le temps de travail pour les internes est limité à 48 heures, et ça tend à être respecté de plus en plus, et c'est vraiment dans les services de réanimation en général et d'anesthésie où c'est le plus mis en valeur le respect du temps de travail de 48 heures. Il y a bien évidemment le repos de sécurité en post-garde, les récupérations d'astreinte, tout ça qui font qu'on on a une vie avec des gardes, mais on a aussi une vie à côté grâce aux récupérations, au repos de garde. Et puis après l'internat, bien entendu, il y a toujours les repos de garde, les récupérations d'astreinte, les récupérations de garde, même quand les gardes sont réalisés sur des week-ends. Il y a sur la rémunération, le temps de travail additionnel qui permet de gagner un petit peu plus d'argent, puisque mine de rien, c'est important de gagner sa vie aussi. Il y a des possibilités d'aménagement du temps de travail en fonction de ce qu'on l'on souhaite faire. Si l'on souhaite réaliser plus de gardes, réaliser moins de gardes. Si à un moment dans sa vie on veut partir faire autre chose, il y a beaucoup de possibilités. Et une diversification du mode d'exercice qui est assez importante, c'est-à-dire que certains réanimateurs vont s'orienter par exemple vers le post-réanimation et gérer un hôpital de jour post-réanimation en voyant les patients qui sont passés en réanimation, en discutant avec eux de leur séjour, en voyant comment on peut optimiser un petit peu leur vie maintenant qu'ils sont passés par chez nous. Certains vont s'orienter vers de la coordination de dons d'organes, la coordination de greffe. D'autres vont s'impliquer au sein de la vie de l'hôpital. Bref, on n'est pas obligé de faire de la réanimation que en réanimation, on peut en faire aussi un petit peu ailleurs. Enfin, pourquoi choisir la mire? Parce que la mire, c'est une spécialité extrêmement polyvalente. On peut être amené à prendre en charge globalement toutes les pathologies. Ça, c'est super stimulant quand même si vous aimez un petit peu de tout. La mire, c'est du soin de l'aigu. On est là au moment les plus décisifs des patients et il faut avoir une réflexion constante. On n'a pas le temps de se relâcher, c'est toujours stimulant sur le plan intellectuel. C'est une spécialité médico-technique, c'est-à-dire qu'on réfléchit, mais on sait aussi faire quelques trucs quand même. On pose des cathéters, on intube des patients, on dialyse des patients, on peut faire beaucoup de choses. Il y a une évolution scientifique qui est constante avec de nombreux sujets de recherche, une recherche vraiment très 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 dynamique. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans notre spécialité, et notamment sur comment optimiser le séjour en réanimation des patients. C'est une richesse humaine très très importante avec un lien notamment avec les équipes paramédicales qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les autres spécialités. On travaille énormément ensemble, on se connaît beaucoup, on crée beaucoup de liens et on crée aussi beaucoup de liens avec nos patients et avec leurs proches. Pareil qu'on n'a pas forcément dans les autres spécialités. Et puis finalement, la qualité de vie, on en a déjà parlé un petit peu avec un questionnement constant sur les conditions de travail et sur comment améliorer les conditions de travail nos conditions de travail et les conditions de travail qui sont avec nous. Puisque pour exercer sa spécialité correctement, être bien dans sa tête, il faut aussi être bien dans sa vie personnelle. Et la qualité de vie au travail y contribue énormément. Enfin, si vous souhaitez choisir l'avenir et si on vous a déjà un petit peu convaincu avec le début de ce topo, je vous invite à consulter le guide des villes qu'on a réalisé, qui est disponible sur notre site internet, donc angemir.fr, où vous pourrez retrouver en fonction des subdivisions toutes les villes avec les caractéristiques, l'organisation du service de médecine intensive réanimation dans le CHU, les villes périphériques où il y a des services de réanimation et vous pouvez être amené à passer en stage, où vous pourrez avoir aussi les contacts des jeunes, des internes à contacter, des internes référents, les contacts des professeurs des différentes subdivisions. Bref, c'est un petit peu une mine d'or si vous souhaitez avoir des informations sur l'avenir où vous souhaitez aller. Voilà, c'est fini pour moi. Si vous souhaitez nous suivre donc sur les réseaux sociaux, vous avez nos contacts sur cette page. J'espère vous avoir convaincu à choisir le DES MIR. Et maintenant, on va laisser la parole à vous pour si vous avez quelques questions. Et puis après, on passera à nos orateurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole avec le micro ou les exprimer dans le chat. Une première question, Antoine, enfin, deux questions. Sur les disponibilités, est-ce que c'est possible de cumuler plus d'un an en tout pour diverses justifications de formation? Alors, on peut cumuler plus d'un an, notamment parce qu'il y a des disponibilités qui peuvent être faites un an pour des raisons personnelles. Puis après, le master n'est pas considéré comme une disponibilité. Il y a des gens qui font des thèses de sciences pendant leur internat et donc qui font des pauses plus longues si c'est justifié. Ça, c'est plutôt une question, pas forcément pour l'avenir, mais de manière générale, où en effet, on peut faire plus d'un an en fonction de la formation. Il y a une question sur est-ce qu'il est obligatoire de faire un master de recherche en parallèle de l'avenir pour travailler dans les CHU?
Pour les postes d'assistant et de chef de clinique, il y a d'obligation d'en faire un. C'est souvent valorisé par les chefs de clinique, donc ça dépend des subdivisions. Mais il y a des gens qui ne font que de l'hospitalier sans faire d'universitaire et de recherche, qui travaillent dans des CHU, donc c'est pas une obligation. Dans le contexte actuel de changement climatique, quel rôle auront les MIR? Alors ça, c'est une question pour Florence qui Ouais, pourra l'aborder. je rajouterai une diapo dans mon topo pour ça, oui. Il y aura une réponse pour Erwan là-dessus. On a plein de questions. Marco qui dit bonjour, l'AMIR a été créée en 2017, donc les anciennes promos n'ont pas beaucoup de recul sur le long terme. L'AMIR en ayant 50 ans, proche de la retraite, quoi penser du rythme de vie? Alors, Marco, l'AMIR est jeune, c'est vrai, mais la réanimation médicale, qui est son ancêtre, l'est un peu moins. Et les services de médecine intensive réanimation sont peuplés de desks de différentes spécialités et groupes médicales où on est particulièrement vigilant dans les services à respecter les rythmes de chacun. Et c'est pour ça qu'il y a eu, notamment, on parlait de l'investissement sur les conditions de travail, il y a eu des recommandations écrites par les réanimateurs et publiées dans une revue médicale reconnue où on fait très attention au temps de travail et où il y a bien stipulé qu'il faut un certain nombre de médecins pour que on puisse ne pas faire trop de garde et avoir la possibilité que si certains ne veulent plus prendre de garde, ils puissent plus prendre de garde. Et les services, à la fois on milite pour l'augmentation du nombre de postes et dans les services, ça commence vraiment à être effectif, ce qui permet justement d'avoir des modularités de carrière. Il y a une question de Julie. Vous pouvez compléter d'ailleurs les observateurs si vous avez des choses, mais j'essaye de lister les questions parce qu'on aimerait aussi écouter vos interventions après. Est-ce que dans les CHU, il y a plus de marre? Est-ce que les lumières sont moins valorisées ou en arrière-plan? Alors, non, pas du tout. Je pense qu'on fait deux métiers différents. C'est plutôt le recrutement des patients qui est différent. Euh, la médecine en anesthésie et réanimation, c'est des recrutements de patients qui sont différents. Il y a des spécificités locales. Je pense qu'il faut en parler avec les dires locaux. Moi, je peux parler pour Reims, où je suis docteur junior actuellement. On n'a vraiment pas du tout le même recrutement de patients. Donc, chacun, on se consulte les uns les autres, mais il n'y a pas de concurrence dans la prise en charge des patients. Il y a Harry qui demande, est-ce que la formation en MIR est hétérogène entre les différentes villes comme les spécialités chirurgicales? Alors, on a la chance d'avoir une spécialité qui est quand même très evidence-based medicine. Donc, on a quand même beaucoup de choses où nationalement, on fait tous la même chose et on a une spécialité où on fait beaucoup de recherches, on a beaucoup de choses nationales. Donc, c'est, je pense, moins variable que les formations chirurgicales en fonction des villes. Mais après, chaque service a des spécialités et des sujets de recherche et de prédilection sur lesquels on insistera plus, ce qui rend les spécialités très riches, mais les pratiques ne sont pas radicalement différentes d'un service à l'autre. On a une question sur une hésitation entre la lumière et l'urgence sur la possibilité de faire du SAMU ou de la prise en charge de polytrauma, car on m'a dit que les stages de réal, les lumières n'avaient pas accès à un certain nombre de services de réal, notamment chirurgical. Alors, à titre personnel, je suis passé en réanimation chirurgicale, donc ça n'a pas du tout posé de problème. J'ai un certain nombre de mes autres commières dans d'autres régions qui sont passés dans des stages de SAMU. Donc, c'est pas du tout impossible de passer dans ces stages quand on est interne de médecine intensive réanimation. Après, il faut se dire qu'on va être amené plutôt à prendre en charge d'autres types de patients que si on fait de la médecine intensive réanimation en CHU, mais c'est très intéressant quand on passe dans des CH de périphérie où parfois on a à prendre en charge des traumatisés légers à modérés, pas des traumatisés graves qui peuvent aller en CHU. Donc, c'est tout à fait possible. Il faut se renseigner en fonction des régions. Euh, il y a Erwan qui dit il y a des villes qui sont bouchées, à quel point les CHU ou certaines villes sont bouchées en post-internat. Ça, c'est une contre-vérité que je ne sais pas pourquoi, qui est répétée d'année en année. Mais sur les dernières enquêtes démographiques, il y a à peu près 400 postes vacants en réanimation. Et si on tend à respecter les recommandations sur le temps de travail, on aurait de plusieurs milliers de postes, entre 1500 et 2000 postes vacants, ce qu'on est vraiment en train d'essayer de faire, d'ouvrir au maximum ces postes. Donc, c'est pas du tout bouché.
Après, comme dans toutes les spécialités, dans tous les services, les postes ne sont jamais garantis. C'est en fonction de comment ça s'est passé dans le service, quel investissement on a eu. Mais quand on est passé dans un service et que ça s'est bien passé, c'est pas du tout bouché en poste interne. Il y a Kevin qui nous demande s'il est facile de faire des interchus, notamment si on considère l'internat à Paris. Ça dépend de chacune des subdivisions, la facilité de faire des interchus. Moi, j'ai pu en faire deux et faire un interrégion. Je dirais que ça avait été relativement facile. Ça dépend du projet, du soutien du coordinateur de DES. Et c'est pas du tout impossible, surtout quand il y a des spécialités de chaque service, comme il y en a en MIR, en fonction des subdivisions. Le mieux, ça, c'est de poser la question via des villes aux internes locaux qui seront les plus à même de vous répondre pour chacune des subdivisions. On a une question sur le temps de travail qui est bien respecté. Le travail de nuit, les gardes, difficile où on ne l'endort pas, n'entraîne pas une altération de la qualité de vie. Alors ça, c'est une question qui est extrêmement intéressante et pour toutes les spécialités à garde. Il y a des gardes très difficiles où on ne dort pas et le lendemain, c'est difficile. Enfin, on ne dit pas le contraire, mais on arrive à espacer de plus en plus les gardes parce qu'on est de plus en plus nombreux, donc avoir des temps de récupération plus importants. Bon, par exemple, dans mon service maintenant, quand on fait une garde le samedi, on ne revient pas le lundi. Ce qui permet d'avoir vraiment un repos plus important parce que le samedi, on a fait 24 heures, on était en effectif moins important qu'en semaine. Et il faut savoir qu'en médecine intensive réanimation, dans les services, on n'a pas un flux continu. Et donc, quand il y a des périodes plus calmes, notamment à certains moments l'été ou même parfois une nuit au milieu de l'hiver, c'est très calme et que le service n'a aucun patient qui est en situation critique pendant les nuits, on peut aussi avoir des très bonnes nuits. Mais comme dans toutes les spécialités à garde, il y a des gardes où le travail est plus intense, mais c'est aussi des gardes où on apprend énormément. Donc, moi, je trouve que la garde participe à ma qualité de vie dans la mesure où ça me passionne quand j'y suis. Et quand on peut dormir le lendemain, parfois on a le temps d'aller nager, d'aller faire courir, faire tout ce qu'on aime en dehors, on va le dire, en fonction des passions de chacun, faire la cuisine. Donc, moi, j'aime les gardes et j'aime le repos de garde et le temps que ça nous dégage dans les semaines. Combien de gardes sont réalisées par semaine de 24 heures ou 12 heures pendant l'internat et après l'internat? Je pense que si on posait la question à chacun, on aurait tous une réponse différente. Ça dépend vraiment des services. Là, pour nos internes, pour donner une idée, ils réalisent à peu près une garde tous les 8 jours, tous les 7 et tous les 8 jours. Et les chefs, on est plutôt à une garde tous les 8 à 10 jours. Ça dépend vraiment du service dans lequel on est. Il y a des services où les chefs ne sont pas tout le temps présents, mais font un peu plus de garde. Euh, c'est, euh, Ça dépend vraiment des services. Mais l'idée, c'est d'essayer de ne pas faire plus de 4 gardes par mois. Et ça, je pense que maintenant, on est à peu près raccord partout pour ça. Il y a une question, est-ce que vous avez eu une hésitation avec la médecine et l'esthétique réanimation? Et si oui, qu'est-ce qui vous a fait choisir l'avenir? Ça, je pense que je vais laisser chacun des interlocuteurs répondre par rapport à son parcours personnel. Moi, je n'ai pas hésité parce que j'aimais beaucoup les spécialités d'organes et je trouvais ça passionnant de faire beaucoup. Moi, je fais beaucoup d'infectiologie dans mon parcours, que ce soit de passer en microbiologie, de passer en service de maladies infectieuses, de passer en équipe mobile d'infectiologie, ça m'a beaucoup appris. Je trouve que ça permet d'avoir un vrai focus et une vraie réflexion avec une valence assez importante. Et il y en a d'autres dans leur internat qui font des internats plus variés avec plein de casquettes et donc qui connaissent un peu tout et qui savent comment fonctionnent les services de médecine qui sont un des endroits dans lesquels on a beaucoup de recrutement. Donc, c'est assez intéressant de toujours se tenir à jour sur cette problématique médicale et de voir comment fonctionne un service au quotidien. Euh, J'ai l'impression qu'il n'y a plus il y a de questions, ça ne s'arrête pas. Peut-on faire facilement de l'arrière en clinique ou en CH? On me dit souvent que la mire est cantonnée au CHU, stéréotype, mais bon, la mire n'est pas du tout cantonnée au CHU. On a même un collège de réanimation extra-universitaire. Il y a 2 tiers des mires qui vont être amenés à exercer en CH. Il y a 15% des lits de réanimation qui sont des lits, 10 à 15% dans le privé, où on est accepté pour faire des remplats, on est accepté pour faire, même certains ont des postes au concours. Moi, j'ai fait des remplats dans des cliniques privées, donc pas du tout de
cantonné au CHU et on a des gens d'ailleurs dans les profils qui vont nous montrer que on peut faire de la médecine intensive et ne pas travailler en CHU. Euh, on a une question, est-ce que c'est mieux de prendre de la bière dans une ville où on est moins bien classé ou c'est mieux d'être bien classé dans notre promo de ville en mire? Ça dépendra vraiment de la maquette que tu veux faire, de la ville que tu choisis. Je dirais que c'est toujours mieux d'être mieux classé, mais si pour des raisons personnelles, tu veux rester dans une ville, on a la chance d'avoir des petites promotions avec un très bon accompagnement, un très bon compagnonnage par tous les coordinateurs de DES. Donc, même le dernier de promo n'est pas regardé très mal en disant c'est le dernier de promo. Hein. L'attention portée par les coordinateurs est exactement la même. Avec la suppression du DESMIR dans le futur et encore actuellement, possible pour un cardiologue pneumonéphro d'exercer en réamen. Alors non, ils peuvent exercer en termes de chef de clinique assistant, oui. Après, par la suite, pour prendre des gardes, s'il n'y a pas une volonté de se former soit par un deuxième DES, ce qui est maintenant la filiale qui va être choisie, puisqu'elle a été créée, ce ne sera pas possible d'exercer au long cours quand on a fait des spécialités d'organes. Ensuite, on a une question sur quels sont, avec vos visions, les avantages et les inconvénients de la mire à Paris, dans d'autres grandes villes ou au contraire dans les plus petites villes. Euh, Paris versus les plus petites villes, je dirais que les grandes villes, l'avantage de la mire, c'est que quand on veut faire de la spécialité d'organes, on peut passer dans un service en pneumo qui fait de l'HTAP, qui fait de l'embolie pulmonaire, qui fait de la PID en spécialité, donc devenir vraiment un, un spécialiste en passant dans les services de pointe, dans les services d'organes. Mais après, dans les réanimations, on a des réanimations très spécialisées la plupart du temps. Le côté polyvalent en étant la réanimation de recours d'une subdivision, c'est ce qu'on a dans les petites villes, ce qui présente l'intérêt d'avoir une grande diversité de pathologies, avec parfois des services en revanche de médecine pendant l'internat qui sont un peu moins spécialisés et qui accueillent plus du tout venant, donc ça dépend comment on perçoit la chose. Euh, je vais laisser, comme ça vous laisse le temps de réfléchir si vous avez d'autres questions. Si les interlocuteurs veulent compléter avant ou pendant leur présentation, sentez-vous très libre. On va laisser la parole à Manu pour qu'elle puisse présenter. Antoine, est-ce que tu peux retirer ton diapo si c'est possible pour toi? Que Manon puisse partager, Manon qui est docteur junior CHU au Mans. Vous allez voir la diversité entre Paris, pas Paris, tout le reste. Non, on ne t'entend pas, je ne sais pas si. Ouais, si, j'essaie de Ah, partager mon écran. Euh, Ça ne marche pas. n'arrive pas à partager ton écran? Non. Après, je te l'ai envoyé mon Oui, diapo, sinon, Valentin. oui, je le télécharge, je le mets tout de suite. Je suis en train de l'ouvrir. Normalement, on voit le diaporama. Ouais, c'est bon. C'est bon. Et donc, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Manon, je suis docteur junior à Rouen, comme l'a déjà dit Valentin. Et donc, je vais plutôt vous présenter ma maquette d'internat, puisque j'ai fait une maquette qui était un peu orientée justement sur une spécialité, donc pour montrer un peu un exemple. Vas-y, tu peux passer. Donc, ça, c'est la maquette comme l'a déjà présenté Antoine, donc je ne vais pas revenir dessus, mais je vais plutôt montrer moi finalement ce que j'ai fait à chaque phase de la maquette. Vas-y, tu peux passer, Valentin. Alors, donc, en phase SOC, donc moi j'ai commencé l'internat en 2020.
j'ai choisi Rouen. Avant ça, je n'étais pas à Rouen, j'étais à Bordeaux. Et donc, mon premier semestre a été en réanimation médicale, enfin en MIR, au CHU de Rouen. Puis, j'ai fait le semestre d'anesthésie qui est obligatoire dans la FASOCLE à Évreux, qui est un hôpital périphérique de Rouen. Ensuite, je suis devenue non socle, enfin approfondissement. Et donc, ma deuxième année, je suis passée d'abord en néphrologie au CHU, où j'ai fait 3 mois d'hémodialyse intermittente avec les néphrologues et 3 mois de salle de secteur conventionnel, sans orientation particulière. Et ensuite, je suis allée en gastro-entérologie. Donc, c'est là que j'ai commencé à un peu orienter ma maquette. Donc, mon premier semestre de gastro, j'ai fait 3 mois d'hépato au CHU et 3 mois de soins intensifs de gastro. Ensuite, en cinquième semestre, je suis retournée en MIR au CHU. Initialement, j'étais plutôt partie pour aller en réa périph quand j'ai commencé à créer ma maquette d'internat. Et puis finalement, quand j'ai fait mon premier semestre, il y avait un truc encore super en 2020, c'était le Covid. Et donc, en fait, mon premier semestre n'a été quasiment que du Covid. Donc, comme je n'avais pas profité de la spécificité de MIR du CHU, j'avais vu avec ma coordinatrice, donc j'y suis retournée en cinquième semestre. Ensuite, je suis retournée en hépatogastro dans un hôpital périphérique, donc là où j'ai fait un peu de tout, y compris de l'endoscopie digestive, de la consulte, de l'HDJ, voilà, un petit peu tout. Ensuite, en quatrième année d'internat, je suis allée en réachir. Et donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, il n'y a aucun problème pour aller en réachir quand on est MIR. Ça s'est très bien passé, voilà, de mon côté comme du leur, a priori. Et enfin, en huitième semestre, pour continuer toujours cette valence hépato, j'ai fait un interfu à Paris, à l'hôpital Paul Brousse, qui est le premier centre de greffe hépatique en France. Et donc ça, cet interfu, j'avais eu aucun mal à avoir l'interfu, parce que c'était aussi une question de tout à l'heure. Par contre, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, puisque moi, j'ai fait la demande, j'étais en début de quatrième semestre. Donc, quand j'ai contacté le docteur Ishai, qui est le chef de service de la Réa Hépato, et il n'avait de place que pour mai 2024, donc mon huitième semestre. Donc, vraiment, je n'avais pas trop eu le choix sur le moment de la réalisation de l'interchui. Donc, c'est pour ça qu'il faut les contacter finalement assez tôt dans l'internat. Après, tu peux appuyer Valentin en septembre 2024, le passage obligatoire, donc la thèse. Donc maintenant, je fais ma dernière année d'internat. Donc, j'ai d'abord fait un semestre au CHU. Et là, actuellement, je fais mon dernier semestre à l'hôpital de Dieppe, qui est un hôpital périphérique, une réanimation polyvalente. Et donc, dans les choses à venir, pour moi en tout cas, donc au mois d'octobre, le mémoire, qui pour ma part n'est pas la même chose que ma thèse, mais mon co-interne de promo, lui, c'est exact, enfin, c'est la même chose avec des résultats en plus. Et on a eu les réponses là récemment. Ensuite, je serai assistante au CHU avec 1 an en réachir et ensuite en MIR. Voilà, donc Antoine en a déjà un petit peu parlé, mais finalement, tout ça, c'est les DU et DU qui sont possibles. Donc, je vous ai mis une liste qui est non exhaustive que vous pouvez retrouver sur le site de la SRLF. Mais voilà, c'était pour montrer qu'il y a vraiment énormément de DU, que ce soit sur de la ventilation, de l'infectiologie, de l'immunodéprimé, de la cardio, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça vous permet d'un peu aussi à la fois orienter votre formation. Et donc, moi, bien évidemment, dans le lot, j'ai fait le DU de réanimation hépatique pour vraiment entériner cette orientation. C'est Valentin. Reviens avant. Ce que j'ai aimé dans mon internat, déjà, donc c'est la liberté de la maquette. Effectivement, ça c'est quelque chose qui est probablement, on est un peu la seule spécialité à avoir cette liberté. Les stages de spécialité médicale, on fait absolument ce qu'on veut. Effectivement, il y a des profils parfois où nous, on avait un interne à Rouen qui a fait un semestre en pharmacologie. Il y en a qui font des choses assez exotiques et on fait vraiment c'est libre dans nos choix. On a un stage libre
Pareil pour faire autre chose si on a envie. Donc moi, c'était la réachir. C'est une spécialité où on a des pathologies qui sont très variées. On est très, très polyvalent. Effectivement, on peut passer déjà le matin quand on arrive au travail, on ne sait pas ce qu'on va faire. Moi, ça, c'est ça que j'aime bien. Et puis, on peut passer d'un patient où c'est un patient où c'est un arrêt cardiaque. La chambre d'à côté, c'est un état de mal épileptique. Et donc voilà, dans notre journée, on fait des choses très différentes. C'est une spécialité où il y a vraiment ce côté compagnonnage avec nos chefs. Donc vraiment, on apprend beaucoup sur le terrain, on apprend beaucoup de l'expérience aussi des plus âgés que nous. Et donc ça, c'est très intéressant. On travaille en équipe avec les paramédicaux, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes, les kinés, parce que les kinés en réa, c'est très important. Et donc voilà, on est toujours dans une dynamique d'équipe. Et on travaille aussi avec toutes les autres spécialités, puisque globalement, on peut être appelé par n'importe qui dans l'hôpital, que ce soit les infectiologues, les hépato-gastro-entérologues, voilà. Donc on travaille beaucoup avec eux. Selon les centres, il y a des staffs aussi communs avec des spécialités. Nous, par exemple, à Rouen, on a un staff avec les infectiologues. Quand j'étais en réa hépato, bien sûr, il y a des staffs avec les hépatos. Voilà, ça dépend aussi un peu de la réa où vous êtes. Ce que moi j'ai aimé à Rouen, enfin, je parle pour ce que je connais, c'est qu'on ait des petites promotions, on se connaît tous, on s'entend tous très bien, on s'entraide beaucoup entre les promos. Ça, je pense qu'Antoine peut être d'accord avec ça. Et pour revenir sur une question, est-ce qu'il faut être bien classé ou pas dans sa promo? Quand on est des petites promos, vraiment, on s'en fiche complètement, puisqu'en fait, on ne veut pas faire la même chose. Enfin, il y en a qui veulent faire la même chose, mais on s'arrange entre nous. Et puis finalement, sur les 3 années d'approfondissement, moi, par exemple, mon co-interne de promo, il a fait de la pneumo, de la cardio et non, de la néphro. Donc, ce qui est complètement différent de moi. Et donc, finalement, notre ordre dans la promotion, ça n'avait aucun impact sur notre formation. On a un internat qui est quand même relativement cool par rapport au SPEMED notamment, dans le sens où c'est un système de garde, donc il y a des transmissions donc, qui débutent selon où vous êtes entre, on va dire, 17h30 et 18h30. Et donc, une fois que vous avez fait vos transmissions, vous pouvez partir. Alors, quand vous passez en SPEMED, il n'y a pas de transmission. Les missions qui sont à faire le soir, il faut les faire avant de partir. Donc, vous partez des fois, il est 19h, 19h30. Nous, on n'a pas ça. Effectivement. Forcément, il y a des jours ou si vous avez un scanner qui est à 18h30 et que l'équipe de garde est très occupée avec 3 entrées en même temps, vous allez aller à votre scanner à 18h30. Mais en pratique, c'est quand même pas très fréquent et on part quand même souvent relativement tôt vers 18h. Et il y a des services, notamment en périphérie. Les missions sont même plus tôt que ça. On a toujours nos repos de garde, enfin en tout cas pour les services que je connais et de ce que j'ai pu voir l'enquête qui avait été faite notamment par l'Angemir. On a toujours un senior avec nous et donc tout ce qu'on fait en garde et même la journée est seniorisé, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de spécialités. Par exemple, quand il y a des hôpitaux où l'interne de cardio est tout seul sur place, il n'a pas de chef, donc voilà, c'est pas toujours très confortable, parce que nous, on n'a pas du tout en réanimation, il y a toujours quelqu'un. Et autre chose, on a quand même beaucoup moins d'administratifs que les spécialités médicales, dans le sens où les trajectoires, on ne va pas les faire, les ordonnances de sortie pour l'infirmière, les pansements, l'assistante sociale, etc., c'est pareil, c'est pas nous qui faisons tout ça, c'est les spécialités médicales. Et ça, on s'en rend compte justement quand on fait nos 3 semestres de SPEMED, tout ce travail que eux font, que nous, on n'a pas à faire et on est bien content de ne pas avoir à faire ça. Et enfin, effectivement, possibilité de moduler sa formation. Donc, le DU, on en a parlé. Le Master 2, c'est absolument pas obligatoire. Moi, personnellement, je n'en ai pas fait. Je sais que Valentin en a fait, Antoine compte en faire un. Mais voilà, c'est en fonction de si vous avez envie ou pas, si vous voulez faire une carrière universitaire ou pas, ou même vous pouvez en faire si vous voulez pas faire de carrière universitaire, c'est toujours aussi intéressant. C'est facile, en tout cas, nous, dans le G4, donc le Nord-Ouest, c'est relativement facile de faire un Master 2. On est plutôt aidé par nos coordinateurs si on a envie de le faire. Il y a les congrès, il y a les interchus. Tout ça, Antoine en a déjà parlé aussi. Et je crois que c'est terminé. Après, tu peux passer la diapo. Mais oui, voilà. Merci pour Merci. ta magnifique photo, Manon. Ah non. Question, qui a entraîné, comme toujours, plein de questions, c'est super. Alors,
Je m'étais arrêté. Euh, On s'était arrêté au niveau des questions Mathéo, qui sont des questions sur les droits au remords en mire. Ouais, beaucoup de droits morts en dire car on peut faire des soins intensifs, presque de la réa dans les spés d'organes, tout en gardant un certain nombre d'avantages. Est-ce que vous avez observé cela et un effet là-dessus? Sur les toutes premières promos, il y a eu des droits morts en mire, en effet, avec en fait des messages qui n'avaient pas forcément été très clairs sur ce qu'était la mire. Aujourd'hui, on est quasiment à bilan nul avec plus de droits hors bord entrants. Donc, si on prend toutes les années, il y a eu beaucoup de droits, on est quasiment au bilan nul, mais si on prend les 3 dernières années, on a plus de droits hors bord entrants que sortants. Donc, ça dépend comment on se positionne. Maintenant que les messages sont plutôt clairs sur qu'est-ce que l'avenir et qu'est-ce que ça n'est pas, il faut savoir que c'est très différent, hein. Les soins intensifs d'organes, c'est une monodéfaillance, c'est des amines de manière extrêmement limitée et extrêmement réduite. Et s'il y a, par exemple, une intubation, puisque par définition, il y a des sédations et du ventilatoire, c'est un transfert qui doit être envisagé dans les 24 heures maximum. Et la plupart du temps, ce n'est pas du tout des patients qui sont gérés une fois qu'ils sont intubés, qui sont eu cette défaillance. Donc, c'est vraiment pas du tout le même type de recrutement. Je pense que c'est pas comparable, ces soins intensifs avec de la médecine intensive réanimation qui est, comme on l'a dit, très polyvalente, très pluridisciplinaire, avec des patients qui ont plusieurs défaillances. Donc, je pense que c'est assez différent. On a la question de Louis. Est-ce que théoriquement, si on a envie de faire autre chose que de l'AREA, ce serait possible d'exercer dans des services de salle en post-urgence? Bien, le diplôme oblige à travailler en réa ou en USA. Donc, je l'ai dit, en tant que chef de clinique, on peut passer dans d'autres spécialités ou en tant qu'assistant, on peut d'autres spécialités. Mais au long cours, quand on fait de la médecine intensive réanimation, c'est pour faire de la médecine intensive réanimation. Donc, il y a des modes d'exercice qui sont différents. Il y a la consultation post-réa, il y en a un certain nombre qui s'orientent vers des questions de greffe. Mais sur le long cours, il faut avoir une activité de réanimation, sinon ça n'a pas forcément de sens de faire de la médecine intensive réanimation. Nous, on adore notre spécialité, donc on est ravis de vous la présenter, mais si votre rêve c'est de faire de la salle en pneumo ou de la salle de post-urgence ou de la médecine interne, on ne va pas vous dire de faire de la médecine intensive réanimation pour arriver là, ce serait contre-productif. Donc, si c'est la salle que vous adorez, il faut prendre des spécialités de salle qui sont très importantes aussi. Mais si vous voulez faire de la médecine intensive réanimation, on va voir avec les autres profils qu'on va présenter, que ce soit partiellement ou totalement, il faut nécessairement passer par la des postes à temps partiel. Oui, il y a des gens qui sont en 80%, 60%, ça existe totalement en fonction des services. Euh, je ne comprends pas pourquoi on croit que les réachats sont dispo que pour les NS, la REA, c'est la REA. S'il faut aller au bloc, il y aura la NS du bloc et basta. Je ne comprends pas quelque chose. Non, non, il y a tout à fait, comme Manon l'a dit, on peut faire de la réalisation chirurgicale après sur des postes en tant que réanimateur, en tant qu'assistant. C'est juste que c'est pas la même formation qu'on fait au cours de son internat, mais il y a des réanimations chirurgicales où il y a des assistants qui sont des urgentistes et c'est aussi possible. C'est juste que c'est pas le même recrutement et notre maquette, elle forme davantage à la médecine intensive réanimation, qui n'est pas la même chose que la médecine périopératoire. Je me demande à quoi sert le mémoire de DES. Le mémoire de DES, c'est une manière de proposer aux gens de faire un deuxième travail de recherche qui n'est pas obligatoire si on n'a pas la pression de la recherche. Enfin, il faut le faire, mais c'est pas forcément quelque chose qui doit être une nouvelle étude avec une nouvelle chose qui est faite. Il y a certaines subdivisions, on propose de faire des revues de la littérature. Ça permet de toujours s'intéresser aux dernières recherches qui sont faites quand on en fait et de savoir faire un bon travail de bibliographie, mais c'est pas nécessairement un travail aussi long qu'une thèse, loin de là. Euh, Et ça permet de valider son DES surtout. oui, c'est pour valider son DES, c'est juste que c'est pas obligatoire dans toutes les spécialités. En médecine intensive réanimation, il a été gardé, mais c'est pas forcément un travail, une étude avec une recherche, hein. Ça peut très bien être simplement une revue de la littérature ou quelque chose qui est mis en place dans un centre et décrit de manière qualitative. Il n'y a pas d'obligation, ça dépend des coordinateurs de DES.
Et oui, moi j'ai mis même 7 heures, il y a des transmissions qui se font à 17 heures dans certains services. C'est d'ailleurs ce qui participe à avoir une bonne qualité de vie, d'avoir aussi un temps en dehors du service. Voire Euh, même plus tôt parfois. Moi, là où je suis en périphérie, c'est en début d'après-midi. d'accord. Donc, c'est pas mal. On va enchaîner avec Baptiste, sa présentation. Bonjour à tous. Bravo d'être là et d'être intéressé par notre belle spécialité. Moi, j'ai pas prévu de PowerPoint parce que je pense, enfin, il y a déjà énormément de choses qui sont dites de manière structurée, donc plutôt en termes de retour d'expérience et de pourquoi la spécialité. Moi, déjà, je suis de la deuxième promo de MIR, donc j'ai le CN 2018. Actuellement, je suis chef de clinique assistant à Henri Mondor, c'est le CHU du 94 en banlieue parisienne, en Île-de-France. Ma maquette, elle était plutôt orientée infectieux, immunodéprimé, hémato. Et pour participer à la réponse à la question sur les interchus, j'en ai fait un aussi en infectieux à Toulouse, donc c'est parfaitement possible à Paris. En tout cas, après, je crois que ça dépend un peu des subdivisions, des négociations avec les cordos et les ARS là, pour ouvrir les postes, mais en général, j'ai rarement vu des gens qui se les faisaient refuser, quel que soit leur milieu et leur lieu d'exercice. Je pense que le meilleur argument, enfin moi, ce qui m'a fait choisir la spécialité, on va dire, c'est la richesse des patients et la transversalité. Vous êtes à un moment où vous essayez de vous, enfin je sais pas ce qui vous intéresse, mais si vous êtes là au séminaire MIR, probablement que vous êtes intéressé par plein de pans de la médecine. Moi, c'est ça le pari que j'ai fait en voulant devenir réanimateur, c'est continuer à garder une certaine culture médicale. Et je dois dire que j'ai été servi. Quand j'étais à votre place, moi, j'hésitais entre la néphro, l'hématologie, la médecine interne, même la gastro. J'aimais bien la pneumo, les maladies infectieuses. Et donc, en fait, quand on pense à tout ça, et ben, il reste plus beaucoup de spécialités. Alors, j'avais la chance de savoir que je voulais pas faire de chirurgie, mais je crois que c'est votre cas aussi si vous êtes ici, ou parfois il y a des gens qui hésitent entre les deux, mais il y avait aussi le côté médico-technique et l'urgence. Donc, finalement, c'est une spécialité extrêmement complète. Et je dois dire que là où j'en suis, en tout cas dans ma courte carrière médicale, pour l'instant, je suis extrêmement satisfait de voilà, ma capacité au quotidien à gérer un certain nombre de pathologies, à interagir avec plein de docteurs en sachant leur parler parce que justement, on a cette culture. Donc je pense que c'est ça le rôle principal de notre spécialité et ce que vous ferez en tant que médecin réanimateur. Il y a tout le côté médico-technique, physiologie aussi qui est extrêmement intéressant. Et je trouve souvent quand on est jeune, bah, c'est hyper cool, les équations, le débit cardiaque, la ventilation. C'est vrai que moi, là, secondairement, c'est un peu moins ça qui m'intéresse, plutôt que faire le diagnostic, gérer les familles, etc. Mais en fait, il faut de tout. J'ai des collègues, ils adorent l'hémodynamique. Et là, j'amène le deuxième plaisir à bosser en réa, c'est qu'on a tous nos petits dadas, mais qu'en fait, on est toujours en équipe, toujours à échanger et donc toujours à apprendre. Et ça, bon, moi, je travaille au CHU, alors c'est particulièrement vrai. Il y a les externes, les internes, les PH, les PU, les staffs. Mais en fait, où qu'on soit, il y a toujours une équipe la journée pour échanger, ce qui est assez rassurant, mais aussi enrichissant. Le côté recherche, alors on pourrait m'attendre là-dessus parce que je suis censé représenter le CHU. Après, je suis pas très avancé dans la carrière. Pour l'instant, je me suis pas lancé dans la thèse de sciences. Mais je pense que bon, ça, c'est un peu les expériences des uns des autres. Moi, j'avais fait un master 2, mais c'était avant l'externat. Là, je fais des travaux de recherche. Globalement, le seul message qu'il y avait à dire là-dessus, c'est que la MIR, c'est une des spé les plus dynamiques, je pense, sur le sujet. Aussi parce qu'on est beaucoup de praticiens et l'organisation des services fait qu'on peut facilement avoir du temps libéré pour la recherche. La qualité de vie, je rejoindrai, alors ça a été dit déjà dans les deux PPT, mais je témoigne que c'est vrai. Euh, enfin, les 48 heures, il y a plein de services qui le respectent. Les gardes, repos de garde, ça c'est acquis. Et je pense que dans la qualité de vie, ce qu'a dit Manon sur on fait des transmissions et après on est ailleurs, bah, franchement, ça libère beaucoup l'esprit par rapport à nos collègues de salle. Et après, c'est un peu votre vision des choses. Mais moi, par exemple, en tant que médecin de garde, j'aime bien aussi ce côté-là, veiller sur l'hôpital. Mais ce que genre, c'est vous permettez aussi, en prenant la continuité de soins, vous pouvez, si c'est votre choix, étendre ça aux autres médecins de l'hôpital et permettre à vos co-internes de partir vite quand ils vous ont appelé à 18 heures et que le malade est instable. Bah, ça s'applique aussi à vos patients. Et donc, vous transmettez, puis vous partez sans souci.
Voilà, la culture médicale, j'en ai parlé. Et ensuite, bon, alors là, c'est tout nouveau. Moi, j'ai pas exploré ça. L'humanitaire, je sais pas s'il y a des gens qui sont concernés là dans les interlocuteurs aujourd'hui. J'ai un peu oublié. Mais je sais que c'est faisable et qu'on a des compétences globalement transversales pour tout faire. Et puis voilà. Pour finir d'intéresser et illustrer mon propos, là, j'ai écouté un peu sur la transversalité. Moi, en ce moment, dans mon service, on a un syndrome de l'aïeul grave qui a fait plein de complications infectieuses. On a un lymphome intubé sur une compression médiastinale de son hémopathie au diagnostic. On a un syndrome thoracique aigu drépanocytaire sous ECMO véno-veineuse. On a un patient post-arrêt cardiaque qui a été mis sous ECMO véno-artériel et puis maintenant qui a une assistance monoventriculaire gauche par LVAD pour une assistance cardiaque au long cours. On a une méningo-radiculite sans diagnostic où on sèche un peu. On a un syndrome catatonique sur un Cushing. On a de la leucémie au diagnostic. On a un syndrome de Lise sur un lymphome en rechute en attente de carticelle. Euh, voilà. On a une endocardite en post-op de chair cardiaque. Donc voilà, pour moi, c'est un peu ça la mire. Et je pense que c'est la meilleure spécialité. Bon, ça, c'était un peu pour ma partie présentation. Après, je sais pas si c'est le moment où je donne un peu mon avis, parce que j'ai vu passer pas mal de questions où j'avais un peu des petits éléments de réponse. Je sais pas si Ouais, ouais, j'enchaîne c'est ou... un peu l'idée Ouais. si tu as si t'as des éléments de réponse. Et on te pose aussi une question sur Paris, sur est-ce que à Paris, quand on est en fin de promo, c'est compliqué pour les terrains de stage, distance et logement? Bah alors, je peux peut-être essayer de commencer par celle-là. Bon, je suis pas concerné en premier lieu par cette question. Je pense que Paris a des spécificités. Souvent, les temps de trajet sont dus au fait, je réponds sans être concerné directement, hein, mais que bah, la région parisienne, c'est grand. Après, le réseau de transport est très bien, mais il y a souvent pas forcément d'internat dans les hôpitaux de périphérie, alors que j'ai l'impression dans d'autres subdivisions que, en fait, quand on va un peu loin, bah, facilement on trouve un lit à l'internat, on bouge tous les 6 mois. C'est vrai que l'organisation parisienne ne permet pas de faire ça. Donc après, j'ai des collègues qui ont été véhiculés, j'ai des collègues qui ont changer un peu de côté de la région parisienne, ou alors, mais ça, je ne sais pas à quel point c'est faisable en fin de promo, mais tu peux aussi choisir tes stages pour rester un peu dans le même côté de l'Île-de-France. Et finalement, quand tu vois le nombre de stages à Paris, je pense que si ça, c'est ton vrai critère, ça reste faisable. Et en fait, parce que là, c'est une réponse un peu commune à pas mal de questions qui ont été posées, mais malheureusement, là, enfin, je dis malheureusement, vous êtes dans une période de choix et les choix, bah, ils sont selon des critères et il n'y aura jamais le choix idéal où on sera à la fois proche de tout, on aura tout ce qu'on veut, il y a des compromis à faire. Euh, pour la question, est-ce qu'on peut travailler ailleurs qu'en MIR USC au long cours en étant MIR? Alors bien sûr, c'est tout nouveau, les réformes et globalement la volonté, moi j'ai l'impression des pouvoirs publics et des réglementations, c'est de nous cloisonner dans des pratiques pour pouvoir gérer la démographie médicale. Moi, c'est comme ça que j'interprète un peu les réformes. Puis d'ailleurs, je crois qu'ils s'en cachaient pas quand ils les ont faites. Malgré tout, je pense que le rapport de force de l'emploi des médecins est tellement fort que ça dépend. En tant que MIR, je pense pas pouvoir demain postuler en médecine interne et prendre un poste de PH. Par contre, je pense que je peux aller à n'importe quel CH de France qui a besoin d'un médecin et dire je peux vous gérer votre salle d'hospice. Moi, je me sentirais pas imposteur à faire ça. Je pense qu'on en a les compétences. De par notre formation et la richesse de enfin, la transversalité de l'aspect, en fait, on sait faire tout un tas de trucs. Tout un tas de trucs. On sait transfuser, on sait gérer les anti-infectieux, on sait gérer une insuffisance rénale aiguë, on sait faire de l'échographie, on sait gérer un OAP. En fait, on est hyper polyvalent et je pense que dans n'importe quel service de médecine, on peut être utile et je pense qu'on peut se faire recruter. Moi, là, mon projet a changé, mais à un moment, je devais faire 2 ans dans le service de pneumologie infectieux pardon, de l'hôpital de La Fontaine, dans le 93, qui n'est pas du tout un service de réanimation. Alors, je ne sais pas si j'aurais pris un poste en cours, mais il était prévu que j'y travaille 2 ans et ça posait de problème à personne. Je pense que tant que le chef de service et l'hôpital, ils défendent ton projet, après, il y aura toujours l'ordre pour dire, ah, t'es inscrit en tant que quelque chose. Je pense qu'avec le bon projet, tout est faisable dans ce sens-là. Euh,
le travailler en réagir pour, je crois que c'était un Marco qui a posé la question, sans pourquoi il y a besoin de faire de l'anesthésie, bah là c'est quand même sur certaines prises en charge spécifiques, et là c'est le point de vue du CHU, mais pas la même culture médicale sur le trajet qui t'a amené à travailler là. Et donc, moi, je me sentirais pas compétent de faire de la réachir lourde, post-op d'onco, etc. Parce que pour être bon médecin là-dedans, il faut l'expérience euh, des complications et donc l'expérience des chirurgies. Donc, bien sûr, je pourrais faire la déférence d'organes, mais je serais probablement moins bon à faire les diagnostics. De même que la personne qui n'a pas fait des services de médecine que j'ai fait peut aussi bien faire la garde que moi, mais probablement aura plus de mal à gérer les dossiers. Et en fait, c'est ça la différence entre la mire et la mare. C'est tous les diagnostics médicaux que je vous ai dit là. Bah, en fait, j'en ai la culture parce que j'ai fait tel stage de médecine. Et puis, si j'en ai pas la culture, sur l'assistance cardiaque, par exemple, ce que je savais pas faire avant d'arriver dans mon service, et ben, je parle à un collègue qui a un background cardio et voilà. Le temps partiel, pour dire un témoignage vraie vie, dans mon service de CHU, il y a 2 DPH qui sont à temps partiel 80% et qui travaillent même en clinique à côté. Et puis, qu'est-ce que j'avais noté aussi? L'interchu, c'était bon. À quoi sert le mémoire? Moi, je milite pour le supprimer. Il a été beaucoup simplifié à Paris. Alors maintenant, je suis plus dans les instances, mais voilà, à suivre. Et puis pour le témoignage sur les gardes, j'ai fait, enfin là actuellement je suis plutôt à 2 à 3 par mois, ce qui à mon sens ne me suffit pas, mais c'est voilà. Et pendant mon docteur junior où j'étais à un hôpital moins doté, mais aussi parce que j'avais le couteau entre les dents pour en faire beaucoup plus, j'étais plutôt entre 4 et 6. Et donc petit témoignage qualité de vie, bien sûr 4 à 6 gardes pendant un an. À la fin de l'année, j'étais fatigué, je l'avais senti passer, on change un peu de comportement, c'est des choses un peu à prendre en compte. Je dis pas ça pour vous faire peur, on est là pour vous vendre la spécialité, mais justement, je voulais pas non plus que ça soit trop promo. Et c'est ce que je dis quand on parle d'un moment de choix, il y a des plus et des moins. Voilà. Moi, je sais que je tolère plutôt bien le travail de nuit, je trouve ça même très agréable quand on est en équipe limitée. Et je trouve que j'adore avoir, en fait, nos collègues de spécialité médicale travaillent 5 jours par semaine. Alors, le temps partiel est possible, mais moi, j'aime bien avoir mon jour de repos de garde. Pour faire du sport, faire autre chose, partir plutôt en week-end quand c'est le jeudi. Et voilà, et bien sûr qu'à côté, bah, il y a des nuits où je dors pas. Et oui, probablement qu'il y a des effets aussi long terme sur la qualité de vie, mais c'est des compromis, c'est des choix. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Oui. Merci beaucoup, Baptiste. Il y a plein de questions qui vont être abordées, je pense, dans les autres présentations. Celle un peu indirecte, comment la loi Garot pourra influencer l'avenir. Ça paraît compliqué à dire comme ça, surtout qu'il y a un certain nombre de réanimations qui sont moins dotées, ou peut-être que sur des groupes territoriaux, on ira faire 1 ou 2 gardes par mois dans des hôpitaux un peu plus éloignés, mais avec un vrai bénéfice avec la prime de solidarité territoriale. Je pense que c'est vraiment, pour les internes, ça ne changera rien. Déjà, sur les 5 prochaines années pour vous, c'est sûr que ça ne changera rien. La question, si on n'a pas fait de master en commençant l'internat et qu'on n'en fait pas pendant, est-ce que ça peut avoir un impact sur la formation et le post-internat? Je crois qu'il y a plus beaucoup de services qui obligent à avoir un master 2 pour faire un poste même de chef de clinique. Sur le post-internat, si tu veux devenir professeur d'université, c'est sûr que tu auras besoin d'avoir un master 2 puisqu'il faut faire une thèse de sciences en plus. Mais sur la formation, bah, ça fait qu'on a une formation en recherche qui est moins importante que les autres, mais ça ne change pas fondamentalement. On connaît d'excellents réanimateurs qui n'ont pas fait de master 2, qui préfèrent être au lit du patient, qui font des très bonnes relectures et qui s'intéressent à beaucoup d'articles, mais qui n'ont pas envie de faire de recherche. C'est une question personnelle et ça ne change rien. Euh, il y a une question sur les cas graves au quotidien. Est-ce que c'est bien vécu ou mal vécu? Je pense que les gens pourront en parler. On a, comme on l'a dit, la chance d'être plusieurs dans les staffs, gérer les choses de manière pluridisciplinaire, être en relation avec nos collègues de spécialité. Et quand on fait de la médecine intensive, là, c'est plutôt mon témoignage personnel, c'est on a la chance de pouvoir utiliser un arsenal très large et de se dire, est-ce que ça paraît légitime de l'utiliser chez ce patient? On en discute à plusieurs, on décide jamais seul des choses. Et d'ailleurs, quand il y a des décisions qui sont seules pendant les gardes, on peut toujours appeler un collègue d'une autre réa à côté
ou un urgentiste si on n'est pas à l'aise sur une question. Et on nous en veut rarement d'avoir pris un patient ou d'avoir fait une thérapeutique par excès si on considère que sur le coup, on n'avait pas les éléments pour choisir pour le patient. On ne reproche jamais d'avoir trop fait. Mais il faut savoir, moi je trouve que quand on en parle à plusieurs et qu'on peut se soutenir, il y a des cas qui sont difficiles, hein. Il y a toujours des cas où il y a des jeunes qui décèdent, ou même enfin, des plus âgés, mais c'est jamais facile dans les services quand c'est pas prévu, quand il y a des familles, ça peut être plus difficile avec les équipes. Mais c'est ce qui fait aussi cette spécialité quelque chose de très riche et que c'est pas que médico-technique, il y a un côté humain qui est enfin toujours très enrichissant. Donc, moi, ça fait partie des choses que je trouve passionnantes aussi dans ce métier. On va enchaîner, si vous voulez, avec la présentation d'Olivier. Est-ce qu'on voit la présentation là? Vous Oui, m'entendez? Ouais, c'est bon? t'entends et on voit. Ok, super. Bonjour à tous. Alors bon, moi je fais partie des anciens. J'ai choisi la spécialité MIR à l'époque où c'était le desk de réanimation médicale. Et donc j'avoue que je suis très très satisfait de mon choix. Bon, j'ai beaucoup écouté tout ce que vous avez dit. On n'est pas tout à fait dans la même génération, enfin, on n'est clairement pas dans la même génération avec les auditeurs et les jeunes médecins en formation. Moi, je voulais vous illustrer en fait par ma pratique 3 points. Un, c'est l'extrême diversité de notre spécialité et l'extrême polyvalence qui fait qu'on n'a pas besoin de se mettre de limites. La spécialité, elle est vraiment très vaste et en fonction de l'évolution de votre carrière, vous allez voir que vous avez plein de portes qui s'ouvrent et vous allez voir, moi, quelle porte j'ai ouvert. J'ai entendu parler de beaucoup de qualité de vie. Euh, en ce qui me concerne, je considère que la qualité de vie dans la spécialité, elle est vraiment excellente, tout en travaillant beaucoup. Il faut vraiment pas avoir peur de la quantité de travail puisque, d'une part, notamment dans ma pratique, on est une grosse équipe. Là, je vais vous montrer un petit peu comment on fonctionne. Il y a des gens qui vont vouloir travailler beaucoup, ils vont pouvoir le faire. D'autres qui vont travailler moins, ils vont pouvoir le faire. Il y a des gens qui vont vouloir travailler beaucoup à un moment donné de leur vie et moins à d'autres, et c'est tout à fait possible de moduler. Hein, nous, dans notre service, ça se passe extrêmement bien, avec des gens qui ont effectivement des plannings extrêmement light, et des gens qui ont des plannings qui sont beaucoup plus serrés, mais tout le monde euh, pratique avec, comment dire, de façon homogène, et c'est nous qui avons choisi en quelque sorte la quantité de travail qu'on va fournir. Alors, mon expérience, c'est celle d'être un réanimateur MIR en réanimation polyvalente dans un centre hospitalier général, dans un CH. Alors, mon département, c'est les Pyrénées-Orientales. Voilà, c'est les Pyrénées-Orientales, donc tout au sud de la France. Donc c'est un territoire qui fait à peu près entre 500, environ 500 000 habitants. Et les CHU de proximité sont ceux de Montpellier, qui est à peu près à 150 km, et celui de Toulouse, qui est à peu près à 180 km. Donc la plus grosse ville de notre département, c'est Perpignan. On n'est pas CHU, mais on va être le gros hôpital, enfin le seul hôpital référent sur tout le département. À côté, vous avez le département de l'Aude, qui est peu peuplé, avec 2 CH, Carcassonne qui va être rattaché à Toulouse et puis Narbonne qui va être rattaché à Perpignan dans le cadre d'un groupement hospitalier territorial, le GHT. Et donc on va drainer les malades de Narbonne et ses alentours sur Perpignan pour un certain nombre de pathologies graves qui relèvent de la réanimation. Donc notre GHT, c'est 2586 lits, notre CH, c'est 1145 lits. Donc on peut ne pas être CHU, mais avoir un gros hôpital, en fait.
À l'hôpital de Perpignan, c'est 18 blocs opératoires, la neurochirurgie H24, la cardiologie interventionnelle, la radiologie interventionnelle H24, la filière AVC avec thrombectomie, une CTV. Alors, on n'a pas de chirurgie cardiaque. La maternité de niveau 3, une réanimation néonatale, 3 SMUR avec 2 hélicoptères. On est en zone montagneuse. Il y a la moitié du territoire qui est à la montagne, et qui va faire que, pour ce qui relève du SMUR, les distances par la route sont longues, d'où les 2 hélicoptères. Notre service de réanimation, donc elle est polyvalente, c'est-à-dire qu'on va faire du médical, du chirurgical, en fait tout type de pathologie, à l'exclusion de la réanimation pédiatrique. La réanimation pédiatrique qui va se faire sur le CHU de Montpellier, ou de Toulouse. On travaille plus fréquemment avec Montpellier, pour des raisons historiques de l'ancienne région qui était le Languedoc-Roussillon, et puis par le fait que c'est un tout petit peu moins loin. Mais on va pouvoir assurer, notamment avec l'aide des urgentistes au déchocage, le déchocage des enfants en situation critique, en collaboration, le temps de les transférer, sur le CHU, et donc on va pouvoir les garder parfois, 24 heures, voire plus en fonction de leur âge. Donc c'est 36 lits de réanimation, 36 lits, dont 24 de réanimation et 12 d'USIP, unités de soins intensifs polyvalents, du fait de leur nouvelle dénomination. On est trauma center, niveau 1B, pour les adultes, c'est-à-dire qu'on va gérer complètement tous les polytraumatisés. La différence 1A, 1B, elle est, sur la dimension surtout universitaire, mais il y a peu de différence sur le type de pathologies qui sont prises en charge. Donc on va être complètement autonome sur, tout ce qui est traumatologie adulte. Pour ce qui est de la pédiatrie, là encore, on va déchoquer les enfants, les rendre transportables et les transférer sur un CHU, le plus vite possible. On est équipé d'une, UMAC, donc qui a été montée dans le service, et puis donc c'est le service de réanimation qui va partir avec un véhicule pour aller, brancher, des arrêts cardiaques réfractaires. Bon, voilà, ça c'est une activité, qui est très occasionnelle. Donc le service de réanimation polyvalente, il est armé par 16 médecins réanimateurs, et donc vous allez voir que pardon, le profil des réanimateurs, est vraiment varié. On a 6 réanimateurs dits médicaux, qu'on appellerait MIR, depuis, la réforme de 2017, dont 2, dont je fais partie, qui travaillent, en plus au SMUR. On a 8 médecins anesthésistes réanimateurs, dont 3 qui travaillent, à mi-temps ou à tiers-temps au bloc. Tout ça, c'est sur la base du volontariat et d'un choix. C'est, des réunions de service, et puis on s'organise entre nous. On a 2 urgentistes qui ont, obtenu une qualification en réanimation. On a un docteur junior, actuellement qui est, d'ESMIR. On a un assistant qui actuellement vient de la filière anesthésie-réanimation, du DESAR, et on a 5 à 8 internes selon les semestres. On est validant pour les stages, pour le DESAR, le DESMIR et le DESMU. Donc notre activité, c'est vraiment très, très polyvalent, tout type de pathologie, infectieux, respiratoire, cardio, hémato, cancéro, maladie du système, la traumatologie, du post-opératoire de chirurgie viscérale, CTV, neurochir, ortho. Alors dès que ça devient extrêmement pointu, là j'entendais, notre collègue qui parlait de carticelle, de chirurgie, cardiaque, complexe avec assistance prolongée. Tout ça évidemment, ça va au CHU, mais vraiment on a un panorama de prise en charge qui est, très, très polyvalent. Donc trauma center niveau 1B, neuroréanimation avec, 8 lits qui sont fléchés avec, utilisation de toutes les techniques de neuroréanimation, que ça soit en thérapeutique ou en monitorage. On est équipé ECMO, véno-veineux, véno-artériel depuis 2007. On fait du prélèvement d'organes, on a, une activité SSE, donc situation sanitaire exceptionnelle, dont le coordonnateur, est réanimateur. Voilà, donc comme je vous disais, sont transférés en CHU, tout ce qui est chirurgie cardiaque, réanimation, pédiatrique, les grands brûlés aussi, les greffes d'organes, on ne greffe pas. Mon parcours personnel, donc comme je vous disais, je suis un ancien, donc j'ai choisi la mire, j'ai fait mon internat à, Montpellier.
en passant par le DES de médecine interne pour sa polyvalence. Et puis là, je me suis rendu compte que bah, j'aimais beaucoup le caractère toute pathologie, toute thérapeutique. Par contre, ça bougeait pas assez, c'était pas assez, il n'y avait pas assez d'adrénaline. Et donc, j'ai trouvé mon bonheur sur la réanimation médicale sous forme du DESC 2. Un clinica de 3 ans, partagé médecine interne et réanimation médicale, ce qui va faire un clinica de 3 ans. En 2007, j'ai commencé à m'intéresser plus au préhospitalier. Je suis rentré médecin pompier au SDIS 34. Je fais toujours des gardes occasionnellement. Donc, le diplôme de praticien hospitalier en 2010, spécialité réanimation. En 2015, je suis rentré au SMUR, SMUR 66. Alors au début, ils étaient assez réticents à avoir des réanimateurs et puis avec, la crise des urgences, on va dire que sans les réanimateurs, ils auraient du mal à fonctionner chez nous. On est devenus vraiment, très importants. On comble beaucoup de trous et c'est sur complètement la base du volontariat. En 2020, je me suis intéressé à tout ce qui était situation sanitaire exceptionnelle. Il y a eu le Covid, donc c'est les réanimateurs qui ont rédigé le plan blanc, Covid, pour les patients critiques. En 2023, quelqu'un me parlait de la médecine humanitaire, ben, je suis rentré dans la réserve sanitaire. Bon là, c'est encore frais, j'ai pas eu vraiment de mission, mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse pour l'avenir. 2023 aussi, étant donné qu'on est en zone montagneuse, on a une activité secours montagne, donc je suis rentré au Dragon 66 et là, c'est une activité qui me prend pas mal de temps, qui m'intéresse beaucoup et donc on a la possibilité en tant que réanimateur, d'avoir des compétences intéressantes dans ce genre de situation. C'est des situations en milieu hostile où il faut aller à l'essentiel, bien maîtriser ses gestes, avoir une bonne vision, une bonne gestion des malades graves. Et donc vraiment notre diplôme, il est tout à fait adapté pour ça. Ça nous permet, tout en travaillant, d'avoir beaucoup de plaisir, il y a l'opérationnel et puis il y a la formation, l'entraînement. Donc on fait du canyon, on fait du ski, de la spéléo, il y a beaucoup de choses qui font que tout en travaillant, en fait, on peut aussi prendre du plaisir. Depuis 2024, je suis responsable SSE sur l'hôpital avec une formation, récemment en directeur médical de crise. Bon voilà, ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est vraiment pour vous illustrer que c'est très polyvalent, qu'il y a aucune limite à se mettre il y a aucune barrière à se mettre quand on a choisi cette spécialité. La pratique future, elle peut vraiment être extrêmement variée, extrêmement plaisante. Voilà, plein d'autres diplômes aussi, voilà, je ne veux pas vous prendre trop de temps non plus, mais bon, on va dire l'antibiothérapie, très intéressant, cardinal en réanimation, médicale, le DU traumatisme sévère en 2008, un DU de CEC de suppléance d'organes, vraiment passionnant à Bordeaux, le TUSAR, indispensable, très intéressant aussi à Marseille, la capacité médecine de catastrophe à Marseille, qui m'a passionné, un peu de transport urgence pédiatrique à Paris en 2018. Le DSU de médecine hyperbare qui finalement a été avorté du fait du Covid et puis, plus récemment, une formation NRBC et DMC. Voilà, donc c'est vrai que ça part un petit peu dans tous les sens, mais tout ça pour dire quoi? Bah, que moi, c'est un métier passion. C'est-à-dire que mon métier, c'est ma passion. Il faut pas avoir peur de trop travailler parce qu'on peut travailler, ça veut pas dire, mauvaise qualité de vie, en fait. Ça peut aussi vouloir dire du plaisir, mais personne va vous obliger à travailler beaucoup en réanimation polyvalente. Vraiment, j'ai des collègues qui ont, comme je vous disais, des plannings qui sont très soft, qui ont une vie familiale, personnelle très épanouie, qui prennent toujours du plaisir à venir travailler, puis d'autres qui vont travailler beaucoup plus et prendre, là encore, du plaisir à travailler. Les pathologies variantes, on en a parlé. Le travail en équipe, ça, c'est vraiment très important, c'est très plaisant. Le fait d'avoir des internes, c'est très plaisant aussi. J'estime qu'on a des excellentes conditions de travail. Hem et voilà, ça illustre un petit peu l'ambiance dans notre service. C'est que tous les 6 mois, depuis, plus de 10 ans, on a des internes et puis on fait la photo de fin de stage et ils ont tous le sourire et voilà, ce que j'avais à vous dire. Alors je sais pas comment j'arrête. Hop. Merci Olivier pour cette présentation. Il y a une question dans le chat justement qui pourrait peut-être t'intéresser, qui demande est-il encore possible d'avoir autant de polyvalence entre le SMUR médecin chez les pompiers ou même être médecin du Dragon? On ne t'entend plus.
Ouais, j'ai pas compris la question. Oui, c'est toujours possible, là. Moi, c'est une activité que j'ai actuellement, hein, aussi bien au Dragon que chez les pompiers, c'est possible, bien sûr. Et on va passer à notre dernière oratrice, donc Florence Boissier, qui est PH de Mire au CHU de Poitiers et qui va nous présenter son parcours. Oui, bonsoir, bah, merci pour les courageux et les courageuses qui sont encore là. Donc, je vous partage hop, le bon écran si possible. Euh, voilà, bah, moi déjà, je suis à peu près de la même génération qu'Olivier et je rejoins tout ce qu'il a dit sur les modulations possibles, la qualité de vie, etc. Donc, moi, je travaille au CHU de Poitiers. Je crois que c'est le plus petit CHU de France, donc dans une petite ville. Bah, moi, je ne sais pas ce que vous avez fait comme stage, vous, en tant qu'externe, et moi, je faisais ça, et puis ça, et puis j'ai passé ma vie d'externe là-dedans. Donc, je passais ma vie à faire des gardes au SAMU la nuit parce que c'était un peu hors du temps, et puis je faisais beaucoup de chirurgie, des blocs, des blocs, des blocs. Et puis, donc, du coup, bah, j'ai un parcours varié comme les autres. Donc, moi, je faisais du desk, donc j'ai été interne de chirurgie cardiaque. Et ça m'a manqué finalement. J'étais au bloc. Alors, pour vous dire à quel point on peut hésiter, hein, parce que je pense que vous êtes un peu tous dans le même topo entre médecine de l'aigu, qu'est-ce que c'est, entre les urgences, la chirurgie, le bloc, la réanimation. Bah, moi, quand j'étais interne de chirurgie cardiaque, j'allais du côté d'anesthésie, j'intubais le patient, je posais une soie de gante. Après, je me lavais les mains et je retournais du côté des chirurgiens. Donc, autant vous dire que j'ai hésité pas mal entre toutes ces spécialités. Et puis finalement, bah, ce qui m'a un peu manqué dans ces deux spécialités, c'était alors le travail d'équipe qu'on retrouve dans toutes ces spécialités, mais c'était un peu le suivi des patients qui me manquait, le côté médical. Et donc finalement, j'ai fait un desk de cardiologie, un desk de réanimation médicale et j'étais chef de clinique à la PHP, à Mondor, à la HEGP. Maintenant, je travaille à Poitiers. Donc pour répondre à la question, grosse ville, petite ville, gros CHU, petit CHU, bah, en fait, tout est très bien. Voilà, il n'y a pas vraiment. Et puis vous voyez, typiquement, moi, je travaille dans un CHU où il y a 4 réanimations, une réa médicale, médecine intensive réanimation et 4 réa chirurgicales, traumato, chirurgie cardiaque et neurochir. Et je fais des choses beaucoup moins variées qu'Olivier, puisque vous voyez qu'en réa polyvalente d'un gros CH, bah, vous allez faire plein de choses, alors que des fois en CHU, vous allez avoir une activité plus réduite. Et moi, je fais plus de carticelle que de traumatologie. Donc, encore une fois, tous les gens ont déjà détaillé ça, je ne vais pas détailler le plus important. Le plus important, bien sûr, de notre métier, c'est quand même les patients et les familles, mais je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas le propos. Le travail d'équipe, donc encore une fois, moi, c'est pour ça que j'ai au final choisi cette spécialité après avoir hésité entre plusieurs. C'est pour suivre les patients et pour le travail d'équipe qui est quand même le maximum du travail d'équipe, c'est quand même le travail en réanimation. Et puis après, je vais vous parler des variétés des possibles un peu plus tard, une fois qu'on a bien évolué, qu'on a fait plein de gardes, qu'on a fait plein de patients, qu'on a vu plein de monde et qu'on a un peu envie de diversifier son activité. Pas de la même manière qu'Olivier, mais d'une manière différente. Donc moi, j'ai fait pas mal de recherches cliniques. J'ai fait, pour répondre aux questions, un master 2 pendant mon internat, donc en ayant sans disponibilité, en faisant une année recherche. Et puis j'ai fait, après mon internat, une thèse de sciences en ayant une année médaille. Donc ça, c'est possible. C'est possible de publier quand on n'est pas universitaire. C'est possible d'avoir une thèse de sciences quand on n'est pas universitaire parce qu'on aime la recherche et vous verrez qu'on peut faire de la recherche dans plein d'endroits, y compris des CHG, et qu'il y a des gens très très bons dans tous les endroits en médecine intensive réanimation et en réa polyvalente et en CHG, et qu'il y a des gens qui font des New England à peu près partout. Donc en termes d'enseignement maintenant, bah, vous pouvez continuer à faire de l'enseignement, même si encore une fois vous n'êtes pas dans un CHU, même si vous n'êtes pas universitaire. Déjà l'enseignement, bah, c'est au lit du patient, avec les externes, les internes, etc. Ça peut être à la faculté de médecine, et puis comme on vous l'a présenté au début, ça peut être à travers le collège des enseignants de médecine intensive réanimation. Il faut savoir qu'on est une des rares spécialités où en fait c'est ouvert à tous les réanimateurs qui ont une activité d'enseignement, qu'on soit universitaire ou pas. Et on vous l'a bien dit, il y a un collège des enseignants de réanimation, il y a un collège des réanimateurs extra-universitaires. Et donc c'est des gens qui travaillent très bien, qui enseignent très bien et qui sont dans des centres hospitaliers généraux, qui font de la réa polyvalente et qui font partie à part entière du collège des enseignants au même titre que les universitaires. Ensuite, on peut participer, quand on est un peu plus vieux comme moi, à la vie institutionnelle de son établissement pour faire des choses qui vont être transversales et variées et puis qui peuvent justement permettre de diversifier son activité quand on est plus vieux. Par exemple, moi, je suis la présidente de l'unité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance de mon CHU. Je fais partie du COPIL durabilité sur la question de est-ce qu'on peut s'impliquer dans la durabilité quand on est en médecine intensive réanimation ou en médecine tout court. Je fais partie de la formation continue des médecins. Et puis, pour vous dire qu'est-ce qu'on peut faire quand on vieillit, bah oui, après, on peut diversifier ses activités. Si on n'a pas envie que de faire de la réa lourde, on peut faire des activités transversales au sein de nos hôpitaux
que ce soit des gros CHU, que ce soit des centres hospitaliers généraux. Et d'ailleurs, c'est un sujet à part entière, parce qu'il y a des états généraux de la médecine intensive et réanimation qui vont avoir lieu au printemps 2026. Et bien sûr, les questions de comment bien vieillir, entre guillemets, et comment continuer d'exercer notre spécialité à tout âge et selon toutes conditions est tout à fait d'actualité. Et puis, on peut aussi clairement s'impliquer dans les sociétés savantes, on vous l'a dit, soit par le biais de notre société savante, la Société de réanimation de langue française, même au niveau européen, en faisant partie de groupes de travail, par exemple, sur l'environnement, mais aussi, donc là, alors moi, je vous montre ce que j'ai fait moi, mais vous faites au conseil d'administration, à la commission de recherche clinique, à la commission de formation, à la commission d'organisation du congrès médical. Enfin, vous pouvez faire plein de choses pour vous impliquer si vous aimez votre spécialité dans des choses de groupe. Et ça vous permet aussi de rencontrer des gens de plein d'autres régions, et ça, c'est intéressant. Et puis, on peut faire la même chose au niveau européen, à nouveau. Et puis, j'ai rajouté cette diapo. Donc, oui, bien sûr, bah, les médecins intensivistes, réanimateurs et les réanimateurs tout court, bien sûr, ils vont être à part entière dans la prise en charge des événements climatiques et d'une manière générale des conséquences du réchauffement climatique sur la santé. Mais il faut savoir aussi que le système de santé, c'est un des principaux, enfin, un des gros postes, 8% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc, vous voyez. On peut faire plein de choses. Je vous invite à aller sur le site de la SRF. On a un groupe dédié là-dessus, comme plein d'autres spécialités, soit dit en passant. Et puis enfin, pour finir, bah, est-ce que c'est possible d'être médecin, femme en réanimation, d'avoir des enfants, une vie de famille? Bah oui, donc on a aussi créé un groupe qui s'appelle Femmes médecins en réanimation. Vous voyez, ça c'est la démographie, la pyramide des âges et de la démographie. Donc en bleu ce sont les hommes et en jaune ce sont les femmes. Tout en haut c'est les plus vieux, tout en bas ce sont les plus jeunes. Et vous voyez que typiquement là sur le bas de la pyramide des âges des moins de 40 ans, il y a quasiment 40% des femmes qui sont des médecins en médecine intensive réanimation qui sont des femmes et quasiment 50% des internes. Pareil, vous pouvez aller sur le site de la SRLF, sur notre page où il y a plein de portraits de femmes réanimatrices. Donc c'est tout à fait possible, c'est tout à fait compatible avec une vie de famille. Nous, on est 7 à la maison, pour tout vous dire. Moi, je travaille à plein temps, je suis PH à plein temps. On a 5 enfants en commun avec mon mari, qui est lui-même réanimateur. Donc c'est possible. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qui va vous faire choisir au final? Ben, le plus important pour choisir, c'est quand même les rencontres que vous ferez. Là, j'ai mis 3 personnes, ils se reconnaîtront, mais voilà, il y en a plein des gens extraordinaires en médecine intensive et réanimation. Je vous en ai mis 3 parce que voilà, mais je suis même émue rien qu'en les voyant. Donc voilà, en fait, le plus important pour choisir, je pense que c'est vraiment les gens que vous allez rencontrer. Voilà. Bon, je m'arrête là parce qu'on a déjà pas mal parlé déjà. Merci. Merci beaucoup, Florence. Merci beaucoup à tous les quatre. Donc, je pense on peut dire que nous, cette spécialité, on l'adore. Donc, on est très biaisé. On est très heureux de vous la présenter parce que c'est un choix où vous travaillerez toujours en équipe avec des aides-soignants, des infirmiers, des kinés, des psychologues, d'autres médecins qui auront eu des expériences de carrière diverses. Et cette diversité, on continue à l'avoir via la médecine intensive et réanimation. Vous verrez plein de pathologies extrêmement différentes. Vous apprendrez plein de choses et aussi vous pourrez décider de vous spécialiser dans quelque chose, faire que de la clinique de l'enseignement, des activités transversales, de la recherche. On a un rôle assez central dans l'hôpital et aussi cette prise en charge des patients et de leurs proches, de leur entourage, qui rend ce métier assez particulier parce qu'on fait une irruption dans un moment toujours critique dans la vie des gens. Et au-delà de la responsabilité de la prise en charge de la maladie, on a aussi la responsabilité de la prise en charge des personnes malades et de ceux qui les entourent. Et ça, c'est quelque chose qui rend vraiment la spécialité extraordinaire. Je pense que c'est ce qui nous rend vraiment heureux de la faire. Si vous avez des questions, il y a le site de l'Angemir, donc angemir.fr, sur lequel vous pouvez poser des questions. Il y a un formulaire de contact. Et il y a un guide des villes, où ville par ville, vous pouvez poser des questions à l'ensemble des interlocuteurs qui connaissent les MIR de toutes les spécialités. Et vous pouvez me poser des questions plus spécifiques sur les villes. Aujourd'hui, on vous pose la question est-ce qu'il y a des villes où c'est pas bien vu? Je pense pas, parce que même pas tout ce qui est mentionné dans le commentaire, parce que c'est des dynamiques de CHU, mais il y a un vrai besoin avec dans toutes les villes des pathologies qui sont prises en charge vraiment par la médecine intensive réanimation, où il y a une véritable expertise à apporter par la connaissance des malades qu'on voit dans les spécialités d'organes ou la médecine interne via notre formation. L'important, on pense toujours quand on choisit l'internat, c'est est-ce que je ne vais pas me fermer les portes
Si vous voulez pas vous fermer une porte, faites de la pédiatrie, vous pourrez toujours vous surspécialiser dans quelque chose en pédiatrie. C'est un moment de choix qui est plein d'angoisse quand on choisit, mais le plus important, c'est quelle porte vous allez vous laisser ouverte. Et en médecine intensive réanimation, vous laissez une porte que nous, on a tous trouvé exceptionnelle ouverte, qui est celle de la médecine intensive réanimation, par toute la richesse qu'elle apporte. Et écoutez, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter les internes référents des villes. Le Zoom sera disponible en replay dans quelques jours sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Je remercie encore beaucoup Baptiste, Olivier, Manon et Florence de leur intervention qui a bien montré que tous les profils différents en venir. Et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. À bientôt, au revoir, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.